On écoute Jean-Michel Delisle, médecin psychiatre, addictologue, sur le sujet. Merci. Merci Nicolas de m'avoir invité. Bon, il nous reste 1 minute. Non. Donc je vais être bref. Ceci dit, l'ordre chronologique est logique, puisque nécessairement, tout projet de diffusion élargie d'agonistes complets et a fortiori d'agonistes complets injectables doit être obligatoirement couplé à des programmes de diffusion d'antagonistes. Parce que comme cela a été rappelé tout à l'heure à propos du Skénan, mais aussi de la méthadone, la mortalité qui augmente actuellement dans notre pays par overdose, c'est en partie avec le sulfate de morphine et la méthadone. Donc il faut mener, je pense, les deux réflexions de front. Alors l'autre élément qui est tout à fait important à prendre en compte, c'était dit à propos des salles de consommation, c'était dit à propos de la réflexion sur les dispositifs d'héroïne médicalisés, c'est qu'à part l'exception historique et rétrospectivement peu compréhensible finalement du Subutex, la France est généralement marquée par une certaine lenteur à l'avancée des innovations techniques. Et en l'occurrence, ce qui m'arrive rarement, c'est de noter que je suis membre de la Commission nationale des stupéfiants et psychotropes à l'ANSM. Alors je salue l'ANSM. Pourquoi? C'est parce que dès 2008, j'étais membre de cette commission, nous avions reçu le dossier naloxone mis à disposition et nous avions fait un vote unanimement favorable. Nous avons refait un vote unanimement favorable en 2009. Nous avons refait un vote unanimement favorable en début 2015 et je pense que nous allons faire en octobre un vote unanimement favorable. Donc 4 unanimités, normalement, devraient nous permettre de rattraper ce qui maintenant est un peu de retard. Parce que la situation, évidemment, au plan mondial et un peu en France, ne s'est pas arrangée. Heureusement, l'OMS, qui ne brille pas par sa rapidité, nous a dépassés. Comme quoi des grands organismes mondiaux dont on dit qu'ils sont bureaucratisés agissent et font des rapports. Et puis surtout, il y a eu les initiatives importantes en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Alors voilà le beau rapport de l'OMS que vous pouvez télécharger. Il est en anglais, mais il est agréable à lire, il est bien fait, il est rapide. Bon. Alors les opioïdes, vous savez, ce sont de puissants dépresseurs respiratoires et c'est une cause majeure de décès chez des usagers par overdose. Alors actuellement, au plan mondial, on est à près de 70 000 morts par an, et c'est la deuxième cause de décès chez les personnes qui injectent des drogues. L'incidence des overdoses mortelles sera aux alentours de 0,65 pour 100 personnes an, et cette mortalité a tendance actuellement à s'accroître, y compris en France de façon marginale, mais très massivement aux États-Unis, du fait notamment de la diffusion des traitements opioïdes antalgiques. Alors que faire ? La particularité des overdoses, et ça c'est universel, c'est que la plupart d'entre elles surviennent à domicile, en présence de témoins, mais de témoins qui sont rarement des acteurs médicaux. Ce sont des amis, des partenaires, des conjoints, des relations, etc. On sait que ces décès-là ont une chance, si j'ose dire, importante, c'est qu'ils peuvent être évités par des gestes simples de premier secours, déboucher les voies aériennes supérieures, la position latérale de sécurité, éventuellement pomper un peu, et surtout par l'administration d'un antagoniste opioïde qui est spécifique, qui est compétitif et qui est bien connu, qui est l'analoxone. Alors on sait en ce domaine que pour rattraper le patient, c'est la rapidité d'intervention qui est le moment clé. Du coup, il y a un problème, c'est que l'accès à l'analoxone est réservé, dans la plupart des pays, aux professionnels de santé, qui par définition sont rarement là au moment où ça se passe. Sauf si c'est un accident d'anesthésie. Enfin bon, c'est plus exceptionnel dans ce domaine-là. Mais donc, pour le sujet qui nous intéresse, en gros, ils ne sont pas là. Ceux qui sont là, ce sont des profanes, comme on dit, des citoyens normaux, des laïcs, qui ne sont pas formés à la médecine. D'où l'idée qui tombe sous le sens, c'est de mettre à disposition de ces profanes, et des usagers eux-mêmes, évidemment, ce produit qui pourrait sauver des vies. Avec une attention particulière pour des occurrences sociales où on sait que le risque d'avoir une overdose est peut-être un peu accru, notamment après les cures de sevrage, quand on sort de prison, etc. Donc l'OMS a pris ce projet, enfin cette réflexion en charge et a proposé des recommandations. Alors voilà le joli rapport. Ils ont fait une revue de la littérature, je vous passe des détails. Alors à la fin, c'est un peu comme dans le CID, ils partirent 5504 et ils n'arrivèrent que 3 à l'arrivée au port. Les RCT randomisés sur le sujet, il n'y en a pas des masses. Néanmoins, il y en a et donc ça peut fournir des données. Alors les 4 recommandations, vous les voyez, elles sont toutes réellement fortes. La première, c'est améliorer l'accès à l'analoxone, ce dont je vais parler, des personnes susceptibles d'être témoins d'une overdose pour leur permettre de la prendre en charge en situation d'urgence.
La deuxième, c'est qu'il a été observé, vous verrez tout à l'heure, que l'analoxone est efficace sous toutes ses voies d'administration. L'intraveineuse est évidemment compliquée à utiliser par des personnels non médicaux, surtout en situation de panique, de stress, on ne trouve pas les veines, enfin bref, c'est une source d'embrouille. Et donc il y a heureusement des moyens qui sont plus simples à utiliser. La sous-cutanée, c'est médiocre, mais il y a l'intramusculaire, qui est bien, qui est facile à faire, et puis il y a l'intranasale, dont on verra tout à l'heure qu'elle est également très efficace, et où il y a un certain nombre de dispositifs en voie de développement. Or, par ailleurs, les intervenants doivent être formés aux gestes de premier secours et puis à ne pas abandonner le client, si j'ose dire, une fois qu'il commence à se réveiller, parce que, comme on sait, ça peut replonger dans un deuxième temps. Voilà, donc tout est simple au plan médical. C'est un problème d'école. Il y a le problème, il y a la solution, c'est bien. Sauf que la solution, elle traîne un peu partout. Et notre ami, le Britannique John Strong, disait que c'est bien de réfléchir et d'hésiter, mais quand il y a des pareilles forces de recommandations, il faut aller quand même un petit peu vite, parce qu'à chaque fois qu'on prend du temps pour réfléchir, il y a des gens qui meurent, clairement, dont on pourrait assez facilement en fait, éviter le décès. Or, il y a des études qui portent sur la distribution de naloxone, et notamment aux États-Unis, c'est là où ça a été le plus développé. Et les dernières données que j'ai trouvées sur la base de 50 000 doses remises à des personnes, c'est que dans les communautés où il y avait à disposition ces doses, le taux de mortalité était aux alentours de 1%. Alors ce ne sont pas des études contrôlées, néanmoins, on sait que dans les communautés où il n'y a pas ce type de dispositif, mais dans des études indépendantes, donc ce n'est pas des études contrôlées, on est à peu près à 2 ou 4%. Donc il semble néanmoins qu'il y ait une tendance nette à la réduction du nombre de décès. Alors on peut réfléchir à la diffusion quand il y a des effets indésirables majeurs. En gros, avec la naloxone, il n'y a pratiquement pas d'effet indésirable. Le pire, finalement, c'est le sevrage un peu aigu. Mais enfin, il vaut mieux avoir un sevrage aigu un peu désagréable qu'être mort. Oui. D'autant plus que le sevrage aigu, en général, ça passe assez rapidement. Il faut préciser que si on donne de la naloxone d'une manière indue, il n'y a pas de problème. Absolument, il y a des dosages, enfin bon. Mais il peut y avoir des erreurs dans la panique, le protocole, quand c'est fait par des gens non médecins, non infirmiers, etc. Donc ça, je passe, ce sont des belles diapos de la NSM, donc pardonneront de passer rapidement, parce que vraiment, il n'y a pas le temps. Mais ça développe ce que je viens de dire, en mieux évidemment. Les formes et les dosages sont là, donc vous voyez, 0,4, 2, ça c'est ce qui a été utilisé habituellement, et on commence à avoir des effets de sevrage quand on est à 0,8, voilà la réponse, quand c'est par voie parentérale, en intraveineuse, pas du tout en intranasale, où là il faut des doses beaucoup plus importantes, mais assez souvent, il vaut mieux commencer à une dose faible. La personne se réveille, ensuite c'est pas très bien, et éventuellement rajouter une deuxième, plutôt que partir trop haut, où là on risque vraiment de déclencher un sevrage un peu gênant. Alors un peu de pharmacocinétique, parce que ça c'est important. La biodisponibilité, vous la voyez en bas, ou la biodisponibilité. En intranasale, elle est à 4% de l'intraveineuse contre 35% en intramusculaire. Alors 4%, c'est pas beaucoup, mais il suffit d'augmenter la quantité de naloxone qu'il y a dans la solution, et finalement on arrive à rattraper l'affaire avec une voie d'administration qui évidemment peut être utilisée par n'importe quel Pékin, au sens militaire, c'est-à-dire n'importe quel civil non formé à ce genre d'expérience. Alors, on en met tellement 6 millilitres parfois dans chaque narine que la personne peut avoir tendance à l'avaler. Du coup, là, on perd de l'efficacité, donc il ne faut pas tout envoyer massivement. Enfin, bon, ça, c'est un détail, c'est facile à gérer. La durée d'action, 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est pas mal par rapport aux intoxications. Et voilà les belles courbes. Donc vous voyez en bas à gauche, c'est en intranasal. Vous voyez que c'est la même silhouette en gros que l'intramusculaire en haut à droite, mais que les dosages qui permettent d'avoir une grosse action, c'est entre 1 et 2 mg par millilitre, alors que quand vous regardez en intraveineuse et en intramusculaire, on est en nanogrammes. Donc évidemment, c'est pas pareil. Mais enfin, ça, c'est une question de préparation pharmaceutique. Mais autrement, vous avez le même... Pour la méthadone, il faut répéter le... Voilà, parce que la méthadone a une durée d'action plus longue. Oui. Réanimation cardio-pulmonaire, je passe, à ceci près que les études rappellent que quand on ne sait pas faire, il vaut mieux faire de la compression thoracique que faire de la compression thoracique avec de la ventilation. Enfin, ça, c'est un peu hors sujet, mais c'est plus simple à faire, en fait, et c'est plus efficace. Les soins post-réanimation, il faut être sûr, surtout quand c'est la méthadone, que la personne ne replonge pas immédiatement après. Alors, l'OMS. Bon, je suis navré pour les traducteurs d'aller si vite, mais pour les francophones et les autres, les diapos, je les laisserai, donc vous pourrez relire ça à tête reposée pour ceux que ça intéresse. Les personnes susceptibles d'assister à une surdose d'opioïdes, notamment d'héroïne, devraient avoir accès à la naloxone et être formées à son administration en urgence, avec une formation avec des voies d'administration adaptées.
et également une formation aux gestes de premier secours, évidemment. Donc il faudrait que les personnes qui sont dans l'entourage des usagers et les usagers d'eux-mêmes, parce qu'un usager peut être l'entourage de notre usager, évidemment, c'est même assez fréquemment le cas, oui, puissent avoir accès à ces produits, ainsi évidemment que tous les systèmes professionnels qui sont au contact des usagers, donc les XAPA, les CARUD, les organismes communautaires, mais y compris des équipes de rue. Et les recommandations OMS aussi évoquent les services de police, notamment quand il y a des services de police un peu communautaires, comme aux Pays-Bas, par exemple. Cette distribution de naloxone aux profanes réduirait ainsi le délai d'administration de la naloxone par rapport au moment de l'intoxication aiguë et donc mécaniquement réduit la mortalité. C'est un résultat évident. Je passe sur les experts. Les publics cibles, c'est ce qu'on peut imaginer, les dépendants, surtout les injecteurs, etc. Et donc les personnes qui sont témoins de surdosage opiacé. Donc ça roule. Alors les expériences américaines, c'est là finalement où il y a le plus eu d'avancées, pour une raison simple, c'est qu'ils ont assisté à un phénomène épidémiologique majeur qui a nécessité pour eux, de leur côté, une rapidité, une ampleur de réponse qui a peut-être été moins nécessaire ou urgemment, en tout cas en France. C'est ainsi que les décès par overdose ont doublé opiacés, ont doublé aux US entre 1999 et 2013 pour atteindre 44 000 morts à peu près en 2013, dont une bonne part, vous voyez, par traitement médicamenteux antalgique, mais aussi une part non négligeable par héroïne. Donc on voit que c'est énorme, hein, puisque, sauf erreur de ma part, j'étais à un congrès récemment au CPDD, et on évoquait le fait que les décès par overdose opiacée ont doublé les décès par accident de la route aux États-Unis. Donc vous voyez que c'est un phénomène d'une ampleur qui nécessitait une réaction vraiment massive. Donc dès 1996, divers programmes de prévention communautaire des overdoses ont commencé à proposer aux profanes, aux témoins potentiels, une formation et des kits naloxone. Alors il y a eu une enquête récente en 2014 par le HRC, qui, auprès de 136 organisations sur 644 sites, et qui a permis d'avoir une vision, un tableau de bord de l'impact de la remise sur 150 000 kits naloxone. Et tenez-vous bien, les ressuscitations en américain, donc les réanimations des types qui ont été extraits d'une overdose, c'est 26 000 personnes. Donc vous voyez l'impact absolument massif de ce programme. Alors ça, c'est le développement des programmes entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Donc vous voyez que c'est une ascension permanente et qui a tendance à s'accélérer encore, parce que ça marche. Donc les gens développent de plus en plus le programme et qui se diffuse à peu près dans la plupart des États américains qui sont très confrontés à des problèmes d'intoxication aiguë aux opiacés. Alors voilà le tableau, et vous avez en bas à droite les 26 463 personnes qui ont été tirées d'affaire. Les caractéristiques des personnes relais dans cette étude, c'est moi qui fais le graphique, la plupart c'est des usagers de drogue, les sauveteurs. Alors là évidemment en termes de réduction des risques et de modification de l'image de soi, voir l'usager de drogue comme celui qui va sauver son collègue, c'est quand même mieux que les représentations classiques. Donc je pense que c'est très important également en termes de psychothérapie, la naloxone, et collective. Il y a les familles, les amis, il y a les professionnels, puis il y a des non spécifiés. Bon. Alors vous voyez qu'on réfléchit à des mises sur le marché de spray. Pour aller vite, eux, ils ont utilisé des seringues classiques avec un nébulisateur. Ouais. Donc vous appuyez vite et ça dispatche, comme les disperseurs d'herbicides. Donc là, ça permet d'avoir, sans des efforts majeurs en termes d'AMM, un dispositif qui est parfaitement utilisable par n'importe qui très vite. Alors il y a eu une étude qui vient d'être publiée dans le BMJ assez récemment, qui porte sur des travaux qui ont été faits au Massachusetts. Et vous voyez l'impact. Alors no enrollment, c'était dans les communautés où il n'y avait pas de dispositif naloxone. Et vous voyez que les taux d'overdose étaient en ascension importante autour des années 2004-2005. Et qu'à partir du moment où il y a eu la mise à disposition croissante de dispositifs naloxone, on a cassé en fait cette courbe. Alors, la tendance, hélas, continue à l'augmentation, mais quand même avec une cassure. Parce que le nombre d'usagers augmente aussi. Bien sûr, et le nombre de mauvaises pratiques augmente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une politique globale, y compris chez les prescripteurs aux États-Unis d'opioïdes antalgiques. Mais en l'occurrence, bon, il y a eu un effet clair de cassage de courbe. Je passe. Voilà un élément à retenir, c'est Light Lake, c'est une boîte qui développe alors un spray nasal de naloxone. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils développaient ça pas du tout, enfin, a priori, pas tellement pour une histoire d'OD. Ils développaient ça parce que c'est en phase 2 en Finlande actuellement, avec une indication qui serait le traitement du binge eating.
C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un a une fringale dans le cas du binge eating, un spray de naloxone et l'appétit s'arrête net, avec un mécanisme qui ferait plaisir à Oriacom sur les addictions alimentaires, etc., où on voit qu'un antagoniste opiacé peut avoir un impact. Néanmoins, abstraction faite de cette éducation, qui est peut-être moins urgente, même si c'est important, il est évident que ce type de dispositif aux États-Unis va passer à la DEA en fast track, ce qui fait que eux, ça a pris 1 an pour avoir l'autorisation, puisque maintenant ils vont avoir l'autorisation de mise sur le marché, ce qui fait réfléchir sur la possibilité qu'a certaines administrations d'accélérer. Ça, je passe. Alors, je passe sans passer. Une des raisons aussi pour les États-Unis, pour lesquelles, ça c'est le NIDA qui a donné ça, pour lesquelles la médicalisation avec la naloxone est allée plus vite, c'est que vous avez vu, la plupart des OD sont des OD iatrogènes, en fait. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui étaient sous traitement antalgique pour une douleur chronique et qui, suite à des prescriptions, font des accidents. Donc le fait de leur prescrire un antagoniste, en gros, allait de soi. Ce n'est pas comme la vilaine image du toxicomane qui n'a ce qu'il mérite. C'est pour ça que c'est peut-être plus difficile à penser dans des pays où, quand on pense overdose, on ne pense pas à une personne âgée qui a un traitement antalgique au long cours avec du scanner. On pense à quelqu'un qui se défonce, qui injecte. Et je pense que ces effets de représentation et de stigmatisation sont peut-être parmi les facteurs qui font que la réflexion a un peu pris de retard en France. Alors en Europe, voilà, il y a des programmes, Oslo, Catalogne, toujours en avance, des villes un peu partout, des régions, l'Allemagne, etc. Bon, je passe. Des facteurs de réussite qui sont bien déterminés, mais bon. Un problème à avoir, c'est le coût. Il y a une grande inégalité sur les coûts et certains dispositifs sont très onéreux, donc ça biaise les études de coût-efficacité. Ça, c'est en Angleterre, c'est des militants usagers de drogue, donc ils sont très inscrits dans des programmes type ABCN, là, avec les équipes de John Strong, donc, qui développent la diffusion de naloxone et les gestes de premier secours dans leur communauté de vie, avec la naloxone qui sauve des vies. Ça, c'est pareil, c'est des données de Strong en Angleterre, mais qui sont comparables à celles de la France, qui rappellent que les opiacés, quand même, c'est du lourd dans le domaine des drogues. On dit toutes les drogues, c'est pareil, la dictologie, c'est uniforme, le tabac... Non, les opiacés, c'est 0,3% de la population et c'est 1000 morts par an. C'est-à-dire, on voit que c'est des produits qui ont une capacité quand même nocive à court terme qui est très importante et qui nécessite sans doute des dispositifs spécifiques. Alors je passe sur Strong. On peut mettre les dispositifs à côté de ces cartes bleues, vous voyez, c'est très bien prévu. Ça, c'est les dispositifs qui existent en France avec des auto-injecteurs. Il y a même des dispositifs auto-injecteurs sous-cutanés qui parlent comme les défibrillateurs, qui vous disent comment vous devez faire. Bon, enfin, il faut être un peu réveillé quand même. Alors en France, la bonne nouvelle, donc, c'est qu'on a voté déjà 3 fois. Hein? Non, mais la bonne nouvelle, si, c'est qu'on a déjà voté 3 fois et qu'on va confirmer prochainement, lors d'un 4e vote, les votes de 2008, 2009, 2015. On ne sait pas encore, il faut attendre. Ouais. Non, je sais, ça vient après. Donc ça, ce qui a été voté auparavant, c'est 2008, 2009, 2015, un avis favorable à une utilisation élargie. Ça, c'est vrai. Il y a eu un avis favorable également de la commission addiction dès 2008, donc à la DGS, la commission T2RA maintenant. Là, c'est les discussions de 2015 qui rappellent l'avis favorable de 2008, 26 novembre, avec des éléments d'argument sur lesquels je passe. On était favorable à un protocole expérimental, une évaluation, la formation des usagers relais, enfin bon, la thématique, avec une discussion sur un pré-rempli, kit d'injection, enfin bon, les débats classiques. Mai 2009 et juillet 2010, des notes sont écrites à la ministre, co-signées par l'AFSAPS à l'époque et la DGS. Et pour autant, les choses n'ont guère avancé. Or, je passe sur les scénarios. Les comités techniques des CEIP, 22 janvier 2015, également une position de grande ouverture, avec le début de démarches auprès de laboratoires pour voir ce qui serait possible, et la réflexion sur la mise à disposition d'ampoules injectables dans le cadre d'un programme national, notamment pour les XAPA, et une possibilité de suivi par 2 CEIP. Alors, en gros, les réflexions antérieures, sans trahir de grands secrets, des commissions des stupéfiants, c'est que la voie nasale, apparemment, apparaît la voie d'administration à privilégier, parce que c'est la plus simple, c'est que les gens peuvent s'approprier le plus facilement, que pour autant, les dispositifs injectables qui existent déjà, à partir du moment où ils sont utilisés en intramusculaire, c'est relativement simple aussi à utiliser. Peut-être une priorité à avoir à l'esprit, et c'est ce que font les Anglais, c'est dans le cadre des sorties de prison, systématiquement,
délivrer à la personne un naloxone, parce qu'en même temps, ça lui permet de faire une information, de lui rappeler que c'est dangereux, que c'est une période à risque. Enfin, il y a un message aussi autour là, qui peut avoir un effet bénéfique. Et néanmoins, il y a toujours cette question du prix. Alors, si j'ai bien compris, ce qui est à l'ordre du jour de la prochaine réunion, c'est ce qui est écrit là, c'est de réfléchir aux modalités de mise à disposition de suivi pour l'utilisation de naloxone administré par voie nasale dans le cadre d'une demande d'ATU de cohorte. Mais donc, on verra tout à l'heure si c'est le cas. Alors, pour le moment, le timing apparemment s'accélère un petit peu, puisqu'il y a un sous-groupe de la T2RA qui va se réunir prochainement. Il y a une réunion interassociative qui se réunit également le 7 octobre. Il devrait y avoir un sujet qui aura à voir avec la naloxone à la prochaine commission des stupéfiants, donc c'est le 15 octobre. Donc, quoi qu'il en soit, je ne suis évidemment pas entré justement dans les détails, si j'ose dire, du support qui va être autorisé ou pas, mais pour essayer d'ouvrir une dynamique, il y a de toute évidence une vraie opportunité qu'il ne faut pas louper, d'associer usagers, la communauté et les professionnels dans une dynamique commune de santé publique et qui peut être rapidement et visiblement efficace et qui permet là aussi de dissoudre les clivages entre le domaine de la prévention, des soins et de la RDR, puisqu'on voit que là, ça sert. Et donc la Fédération Addiction, avec le RESPAD psychoactif, l'association des intervenants en milieu pénitentiaire, ASUD, qui est à gauche, et l'association des ELSA, organise prochainement un séminaire où seront présentés un certain nombre d'exemples européens, enfin d'innovation européenne, et qui permettra de réfléchir pour avancer vers une construction commune. Je vous remercie.